mots me manquent pour exprimer vraiment le choc que j'ai reçu. Parce que Annick Ballet, c'est une doyenne de l'OATB. Annick Ballet, c'est l'icône vraiment du journalisme. Vraiment, toutes les émissions qu'elle présente, c'était formidable. Et vraiment, nous apprécions tout ce qu'elle fait à l'OATB. Et tous ceux qui ont travaillé avec elle, vraiment, ont apprécié sa collaboration. Vraiment, que la terre lui soit légère. C'est une grosse perte pour l'OATB. Vraiment, parce que Annick Ballet, quand elle anime une émission, vraiment, on est obligé de suivre. Elle était sympa, elle était cool. Et dans le travail, vraiment, elle était stricte et elle était exigeante. Elle donne de bons résultats. Elle est une journaliste européenne. J'ai commencé par la suivre depuis les années 90. Et aujourd'hui, si j'ai appris son décès, je suis un peu bouleversé. Tout ce que je peux dire en plus, c'est que le Seigneur Tout-Puissant l'accueille dans son royaume et que les jeunes journalistes qui viennent de commencer sur les pas de Annick Ballet, qui est une dame, je vais dire, une dame de fer en matière de journalisme dans notre pays. Si elle vient sur le plateau pour présenter un journal, ça plaît à tout le monde et on a le plaisir de l'écouter. En tout cas, même au cours des émissions ou des interviews avec le président de la République, on sent qu'elle est là, qu'elle porte la voix des sans-voix. Ce vide-là ne sera pas comblé facilement parce que c'est une plaie, nous allons dire, incurable. Elle dit clairement ce qui ne va pas et ce qui va. C'est en cela que je la considère comme une femme de fer, une dame de fer. Madame Ballet était comme une star, parce que je me souviens quand on était petit, la télé était en blanc encore, et quand on entend le journal, c'est toujours sa voix, et puis on essaie même d'imiter comment elle parle et tout ça. Donc c'est une grande dame qu'on n'oubliera jamais. J'ai connu Annick toute petite, au quartier Gédéco. C'est là où elle a vécu avec sa maman et son frère. Je l'ai vue à l'école primaire, au collège. C'est une petite sœur vraiment à laquelle je suis très très lié. Et puis après, elle nous a rejoint à la télévision, alors à l'OATB. Et surtout ce qui m'a frappé en elle, c'est son petit sourire. Elle a toujours un petit sourire. Un petit sourire d'accueil. Elle est souriante. Depuis son enfance, elle a gardé. Elle a ce respect de l'aîné. On a connu des personnes qui, une fois elle a atteint une certaine notoriété, changent. Mais Annick, non, ce n'est pas son cas. Annick, elle faisait bien son boulot, elle était appréciée par beaucoup. Elle est morte le jour des cendres. Tu es poussière et tu deviendras poussière. Annick l'a cru et je crois que le Seigneur l'a appelée. Elle a fini sa mission ici-bas. Je crois qu'elle a d'autres plus merveilleuses là-bas. Une grosse tristesse, de vive douleur. C'est tout à l'heure que j'ai appris la nouvelle. J'ai appelé notre collègue Paul Douakouché qui me l'a confirmé. Oh, c'est triste, c'est triste. Je ne savais même pas qu'elle est souffrante ou qu'elle a voyagé. Je sais qu'il y a environ 3 mois, je suis venu. J'ai échangé un peu avec elle parce que je la félicitais. C'est pas facile d'être chef service des programmes. Il faut visionner toutes ces cassettes, avoir du goût pour les programmer. Un programme alléchant, c'est pas aisé. C'est sa vocation, c'est sa vie, c'est son destin. Paix à ton âme. Les 13 membres du Collège du Conseil national de l'éducation sont désormais installés dans leurs fonctions, à la suite d'une cérémonie d'installation présidée par le chef de l'État le mardi 13 février 2024 au Palais de la Marina. Les personnalités retenues pour siéger au sein de l'organe exécutif du Conseil national de l'éducation ont été situées en termes de responsabilité. Voudrais-je adresser mes chaleureuses félicitations à toute l'équipe de la mandature sortante pour avoir laissé un héritage certain dont les nouveaux membres doivent s'inspirer non seulement
pour la consolidation des acquis, mais aussi pour contribuer à relever les défis encore non atteints, ainsi que pour les défis qui se présenteront à nous à l'avenir. En effet, je dois faire observer qu'en dépit des avancées réalisées, nous devons encore accentuer nos efforts pour progresser plus vite dans l'œuvre de construction d'un système éducatif performant et surtout pertinent. C'est cette logique qui a conduit le gouvernement à faire procéder à une évaluation afin d'améliorer le dispositif organisationnel du CNE, ce qui a conduit à la création donc du collège dont vous êtes membres, mesdames et messieurs, ainsi que d'une assemblée consultative, je pense monsieur le Président, qui sera installé bientôt. Ce collège est l'organe exécutif du CNE et à ce titre, il exerce toutes les fonctions du Conseil au quotidien. C'est dire toute son importance et c'est pourquoi je voudrais vous féliciter, vous qui avez passé les mailles de la sélection rigoureuse pour en être membre. Mesdames et messieurs, félicitations. J'attends donc de vous, j'allais dire, nous attendons de vous une mise en œuvre diligente des actions prévues au plan stratégique du CNE pour en faire définitivement l'organe par excellence de régulation, d'anticipation, de réflexion prospective et d'impulsion des transformations qualitatives de notre système éducatif. Dans cette perspective, vos profils respectifs me donnent l'assurance que vous saurez vous montrer à la hauteur des attentes et que sous votre mandature, le CNE passera un nouveau palier en termes de performance, tant pour lui-même que pour le système éducatif national dans son ensemble. C'est fort de cette conviction que je vous renvoie aujourd'hui à l'exercice de vos fonctions de membre du Collège du Conseil national. Au terme de la cérémonie, le président du Conseil national de l'éducation, Noël Ahonagnon Baguidi, prendra l'engagement au nom de ses pairs de travailler à la concrétisation des ambitions du gouvernement et de s'atteler à le faire avec célérité. Monsieur le Président de la République, pour cette nouvelle mandature, vous m'avez à nouveau confié la charge de conduire le collège et tout simplement le Conseil national de l'éducation rénové et restructuré. Je vous en suis fort reconnaissant. Je sais que travailler à vos côtés n'est pas une sinécure. Je sais que cette charge est contraignante, et voire très contraignante. Mais, convaincu de la noblesse de vos ambitions pour le système éducatif béninois, je l'accepte et je vous réitère mes remerciements. Pour finir, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de vous assurer que vous pouvez compter entièrement sur moi et sur mes collègues. Nous comprenons très bien les défis. Ainsi installés dans leurs fonctions par le chef de l'État, les 13 membres du collège du CNE ont dorénavant comme rôle de mettre en œuvre avec professionnalisme et dévouement la politique du gouvernement pour un système éducatif béninois plus performant.
Je n'ai pas déposé ni au nom de mon groupe parlementaire, ni au nom de mon parti. J'ai déposé en mon nom propre. Et c'est une prérogative constitutionnelle reconnue à un député. Peut-être que ce faisant, pédagogiquement, j'amène le peuple à comprendre ce qu'un député est capable de faire. Un seul député peut mettre cette nation-là en débat. Maintenant, le président affirme qu'il n'est pas demandeur. Je l'ai dit à la télévision, sur les radios, j'ai dit, je suis allé le voir. Il dit, moi, je ne suis pas demandeur. D'ailleurs, 2 ou 3 jours avant, il nous a reçus par groupe parlementaire, il a dit, je ne veux pas. Ce qu'il a dit hier, là, c'est ça qu'il nous a dit. Ça n'empêche pas que si un député remarque qu'il y a un problème, qu'il aille lui dire, oui, tu ne veux pas. Mais moi, je crois que si nous laissons cette affaire comme ça, voici les problèmes que ça va créer. Vous vous rappelez, ma proposition demande de reporter les élections législatives après les présidentielles. La présidentielle devait se dérouler normalement en avril, non? Et le chef de l'État prendrait service en mai. Mais nous avons ce genre de calendrier lorsque nous ne considérions que nous n'avons qu'une élection dans l'année. Parce qu'après le mois de mai, nous entrons dans la saison des pluies. Le président a dit non. Moi, je ne peux pas accepter qu'on passe une année. Je ne vais pas laisser mais ceux qui viendront perdre une année à faire des élections sur 5. Ce n'est pas normal. C'est ça qui m'a fait revoir ma proposition pour dire, bon, si c'est ça, il faut que tout soit terminé en mai. Ah, Monsieur le Président, si vous trouvez pertinent ce que je dis, alors si on doit ramener tout pour que ça finisse en mai, on ne peut le faire que si on réduit votre mandat. Là, il a dit, si ça doit prendre, comme je l'ai entendu hier à la télé, oui. On m'a donné 10 ans. Ce n'est pas peut-être 2 mois, 3 mois, pour régler un problème qui va me faire reculer. Si vous étiez à ma place, vous n'êtes pas encouragé? Hein? Il dit, d'accord, il dit, je m'en vais faire ça, allez-y. Mais je ne suis pas demandeur. Si entre vous, les députés, vous vous concertez dans les groupes parlementaires, entre vous, et que vous arrivez à trouver que c'est important, c'est bon, si vous signez, je vais marcher. Voilà le marché que j'ai avec le chef de l'État. Il ne m'a pas demandé. S'il ne serait qu'à lui veut finir son mandat sans rien entendre comme histoire. Alors maintenant, l'initiative est celle de Hassan Seibou à l'Assemblée. Si on peut examiner, et c'est bon, si ça se situe dans l'intérêt de la nation, de l'intérêt des députés, de l'intérêt de tout le monde, eh bien, maintenant, je pense que chacun peut le regarder sans craindre que le chef de l'État vienne dire il va glisser quelque chose. Il l'a démontré et je l'ai démontré à la télévision aussi. Mais le nombre qu'on a à la mouvance, c'est 81 personnes. Même la recevabilité n'est pas acquise à 81 personnes. Il faut un opposant dedans, dans notre schéma actuel, pour qu'il y ait recevabilité, pour atteindre 82. Il faut 88 pour y arriver. Pour valider. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut plus craindre que le chef de l'État sous-main glisse. Nous-mêmes, on peut glisser des choses. Mais si on doit glisser et que ça ne trouve pas le consensus, comme je vous ai dit, le chiffre là, ça ne va pas marcher. Mais l'autre chose, c'est que si on veut que l'analyse faite par le chef de l'État hier n'est pas absolument ce que veulent les députés. Les députés actuels veulent parrainer. Alors, j'ai dit, pour qu'on finisse avec ça, lorsqu'on reporte les élections législatives après les élections présidentielles, nous réglons tous ce problème, y compris la décision, ce que la décision de la Cour nous dit. Ça veut dire quoi? Mes collègues doivent se mettre dans un certain état d'esprit pour ne pas se laisser distraire par la rue. Si on nous a sélectionnés, nous, 109, je dis, c'est que nous sommes des 109 envoyés pour sauver le pays tout le temps. La Cour constitutionnelle sénégalaise a invalidé jeudi le report de la présidentielle. Elle a déclaré contraire à la Constitution le texte adopté le 5 février par les députés reportant de 10 mois une élection prévue initialement le 25 février. Dans la foulée, le décret signé par le président Macky Sall qui reportait le scrutin a été annulé selon un jugement approuvé par 7 membres de la Cour constitutionnelle. Les juges
ont par ailleurs invité les autorités à organiser les élections dans les meilleurs délais. Le président sénégalais avait décidé du report du scrutin présidentiel après des accusations de corruption visant 2 membres de la Cour constitutionnelle, des allégations consécutives au rejet des dossiers de certains candidats à la présidentielle. Macky Sall, qui ne brigue pas sa propre succession, justifiait aussi sa décision par la nécessité d'organiser un scrutin inclusif et transparent, plongeant le pays dans une nouvelle crise politique qui a déjà fait 3 morts. Des centaines de familles ont été contraintes de fuir leur maison lors d'un nouvel épisode d'affrontement entre des gangs rivaux qui se disputent le contrôle du territoire à Port-au-Prince en Haïti. Certaines des personnes déplacées sont des résidents du quartier Fuji dans le nord de la capitale, la plupart d'entre elles étant des femmes et des enfants. Nous avons beaucoup de victimes. Nous ne savons pas encore qui et combien, mais nous sommes sûrs qu'il y aura beaucoup de victimes parce que c'était une fusillade intense dans une zone ouverte aujourd'hui. Il y a eu des coups de feu, alors nous avons décidé de ne pas rester. Ils ont brûlé des maisons, nous ne savons pas si notre maison a été brûlée. Nous sommes dans la rue depuis ce matin, nous ne savons pas où nous allons. D'autres familles avaient déjà pris la fuite lorsque des gangs ont incendié 8 hectares de champs de canne à sucre près de la distillerie du célèbre rhum haïtien Babancourt. Au moins 806 personnes non impliquées dans les échanges violents qui ont eu lieu ont été tuées, blessées ou kidnappées en janvier. Environ 300 membres de gangs ont été tués ou blessés, ce qui porte le nombre total de personnes touchées à 1108, soit plus de 3 fois le nombre enregistré en janvier 2023. Les personnes vivant dans les zones contrôlées par les gangs ont été directement visées. Les gangs continuent également d'utiliser la violence sexuelle comme une arme. Haïti se remet d'une récente série de manifestations violentes exigeant la démission du Premier ministre. Ces récents événements ont entraîné la mort d'au moins 16 personnes lors des affrontements avec la police. La France accueillera en avril une conférence humanitaire visant à apporter une aide au Soudan, un pays dévasté par les conflits. Cette déclaration a été faite le 14 février par le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourne. Depuis avril 2023, le conflit qui a éclaté entre le chef de l'armée soudanaise et son ancien adjoint et commandant des forces paramilitaires de soutien rapide a fait des milliers de morts et déclenché une catastrophe humanitaire dans le pays. Les combats ont contraint plus d'1 million de Soudanais à quitter le territoire pour se réfugier dans les pays voisins. Selon l'ONU, environ 25 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population, ont besoin d'aide, dont près de 18 millions sont confrontés à une insécurité alimentaire aiguë. À ce jour, la France a apporté une aide de 41,3 millions d'euros pour répondre aux besoins humanitaires des communautés au Soudan et des réfugiés soudanais dans les pays voisins en matière de santé, de sécurité alimentaire et de prise en charge des victimes de violences sexuelles. Recep Tayyip Erdogan est arrivé mercredi au Caire, sa première visite en Égypte depuis plus de 10 ans. Il y avait de l'eau dans le gaz entre Ankara et le Caire en raison du soutien turc aux frères musulmans considérés comme organisation terroriste en Égypte. Les deux pays ont décidé de fumer le calumet de la paix et émettent sur la même fréquence concernant la situation à Gaza. Je tiens à exprimer notre appréciation au niveau de coopération entre l'Égypte et la Turquie pour parvenir à un accès rapide à la plus grande quantité d'aide à notre peuple dans la bande de Gaza, en tenant compte des actions des autorités israéliennes pour restreindre l'entrée de l'aide, ce qui a conduit à ralentir le rythme de l'entrée de l'aide qui ne couvre pas les besoins de la population dans la bande de Gaza. La guerre dans l'enclave palestinienne a atteint un point critique avec une offensive israélienne sur la ville de Rafah où 1,4 million de personnes ont trouvé refuge.
Les tentatives de pousser les habitants de Gaza hors de leurs terres sont nulles et non avenues pour nous. Les efforts visant à dépeupler Gaza sont inacceptables. J'apprécie et je soutiens l'attitude astucieuse et déterminée de l'Égypte sur cette question. L'administration Netanyahou devrait éviter de déplacer ces massacres à Rafah. Outre la question de l'enclave palestinienne, Abdel Fattah al-Sisi et Recep Tayyip Erdogan ont aussi évoqué les sujets d'intérêt commun. Les jumeaux égyptiens Hossam et Ibrahim Hassan ont été présentés par le président de la Fédération égyptienne de football, Gamal Alam, comme les nouveaux sélectionneurs et directeurs d'équipe de football de l'Égypte. Je n'ai pas entendu ce genre de questions posées aux entraîneurs internationaux qui ont été nommés à la tête de l'Égypte, même s'il y avait des doutes quant à leur nomination. Mais je peux vous dire que j'ai une grande expérience avec les clubs qui jouent dans la première ligue égyptienne et que ce fut une grande expérience d'être l'entraîneur principal de l'équipe nationale de la Jordanie et nous sommes allés loin. L'ancienne légende des pharaons, Hossam Hassan, est le nouveau sélectionneur de l'équipe. Il succède à l'entraîneur portugais Rui Vitória après une Coupe d'Afrique des Nations décevante. L'équipe égyptienne avait été battue par le Congo en 16e de finale. Chaque joueur est très important. Mohamed Salah a marqué l'histoire de l'Europe par sa présence et ses efforts sur le terrain aux côtés de ses coéquipiers qui jouent à l'étranger ou au niveau national. Il trouvera tout le soutien dont il a besoin. Il est très important pour nous qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Âgé de 57 ans, Hossam Hassan est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe égyptienne avec 69 buts en 176 sélections qui ont aidé les pharaons à remporter 3 titres de la CAN. Le chef de l'ONU continue de tirer la sonnette d'alarme face au réchauffement climatique et aux conflits dans le monde qui entraînent une crise alimentaire mondiale. Le Conseil s'est réuni ce mardi à New York pour discuter du changement climatique et de la sécurité. Une crise alimentaire mondiale crée un climat d'enfer, de colère et de chagrin pour de nombreuses personnes parmi les plus pauvres du monde. Et la crise climatique s'accélère avec une force meurtrière et l'année dernière a été la plus chaude jamais enregistrée. Ces deux faits perturbent la paix et alimentent l'angoisse. Au Portugal, nous avons un dicton qui dit « Dans une maison où il n'y a pas de pain, tout le monde se dispute et personne n'a raison ». Pour pallier la crise alimentaire, chaque pays devrait mettre en œuvre un plan national d'adaptation au changement climatique afin de protéger sa population et ses ressources. À Gaza, personne ne mange à sa faim. Sur les 700 000 personnes les plus affamées au monde, 4 sur 5 y habitent. Dans de nombreux endroits, les catastrophes climatiques ajoutent une autre dimension. Chacun des 14 pays les plus menacés par le changement climatique est en proie à des conflits. 13 d'entre eux ont été confrontés à des crises humanitaires cette année. Selon l'ONU, 258 millions de personnes sont confrontées à l'insécurité alimentaire et plus des 2 tiers d'entre elles le sont à cause du changement climatique et des conflits.